et bienvenue dans ce cours numéro 2, Introduction à la radioactivité. Dans ce cours, nous allons aborder la définition de la radioactivité, les différents types de rayonnement, les sources de rayonnement, leur répartition, ainsi que la loi de décroissance radioactive. Tout d'abord, qu'est-ce que la radioactivité? La matière qui nous entoure, liquide, solide et gazeuse, est composée d'atomes. Certains de ces atomes sont instables. Afin de retrouver leur stabilité, ils vont donc émettre des rayonnements. La radioactivité est donc un phénomène naturel lié à l'instabilité des atomes qui composent la matière. Ici, nous avons l'exemple de l'uranium. L'uranium est un radionucléide naturel présent dans des minéraux comme l'autunite. Comme vous l'avez vu dans le cours numéro 1, un atome est composé d'un noyau et d'un nuage d'électrons. Le noyau est composé de protons et de neutrons. Lorsque le noyau est instable, il peut y avoir différentes émissions radioactives. Des émissions de type alpha, bêta, X ou gamma. Cette radioactivité peut être d'origine naturelle ou bien artificielle, comme avec les rayons X. Il existe 4 rayonnements ionisants principaux, les rayonnements alpha, bêta, X et gamma. Les atomes émetteurs de rayonnements de type alpha et bêta émettent des particules, tandis que les atomes émetteurs de rayonnements X et gamma émettent des ondes électromagnétiques. Ces différents rayonnements présentent différents pouvoirs de pénétration dans l'air et dans la matière. Nous allons donc étudier chacun d'entre eux afin de mieux les comprendre. Les rayons alpha. Prenons l'exemple du radon. Le radon est un exemple d'atome émetteur de rayons alpha. Afin de retrouver sa stabilité, il va émettre 2 protons et 2 neutrons. On dit qu'il est émetteur de particules d'hélium. Les rayons alpha présentent une faible pénétrance. Ils parcourent seulement quelques centimètres dans l'air. Ils sont arrêtés par la couche cornée de la peau ou bien par une simple feuille en papier. Vu leur faible parcours dans l'air, ils sont inoffensifs en exposition externe. En revanche, les rayons alpha ont une forte énergie de l'ordre de 4 à 8 mégaélectronvolts. Ils sont donc très toxiques en exposition interne. Quelques exemples d'atomes émetteurs de rayons alpha sont l'américium, l'uranium, le radon, le plomb, etc. Les rayons bêta. Les rayons bêta sont émis lors de la transformation d'un proton en un neutron ou bien lors de la transformation d'un neutron en un proton avec expulsion d'un électron. Leur pénétration est limitée. Ils ne parcourent pas en profondeur l'organisme. Ils parcourent dans l'air seulement quelques mètres. Ces rayonnements bêta sont arrêtés par une feuille d'aluminium ou bien de plexiglas. Leur énergie est plus faible que celle des rayons alpha. Elle est comprise entre 10 kV et 4 mégaélectronvolts. En résumé, les rayons bêta parcourent dans l'air une plus grande distance que les rayons alpha, mais leur énergie est plus faible. D'autres exemples d'atomes émetteurs de rayons bêta sont le phosphore, le cobalt, le césium, le soufre, etc. Les rayons X et les rayons gamma. Certains noyaux présentent un excès d'énergie même après avoir fait une désintégration alpha ou bêta. Cet excédent d'énergie sera donc éliminé par émission de photons de 2 manières, soit par émission de rayons X, soit par émission de rayons gamma. Le pouvoir de pénétration de ces photons est très important. Ils sont capables de traverser les vêtements et le corps. Ils parcourent plusieurs centaines de mètres dans l'air et sont arrêtés par de l'acier, du béton ou du plomb. Ils sont donc les rayonnements les plus dangereux.
Un exemple d'atome émetteur de rayons X est le césium-137. Comme on l'a vu précédemment, le césium-137 est aussi émetteur bêta. Donc, après avoir fait sa désintégration bêta, il élimine son excédent d'énergie par émission de rayons gamma. Il existe différentes sources de rayonnement ionisant. Ces sources peuvent être naturelles ou bien artificielles. Parmi les sources naturelles, il y a les sources d'origine cosmique, comme avec les photons et les particules de l'espace, qui se projettent sur la Terre. Telluriques, avec les radionucléides qui se situent sur la Terre, comme l'uranium, le thorium, le potassium. Par inhalation de radon. Le radon est un gaz radioactif que l'on retrouve dans le sol. Il provient de la chaîne de désintégration de l'uranium et du thorium. Ou bien par irradiation interne, car notre corps est naturellement radioactif. Toutefois, la dose de radioactivité dans notre corps est très insuffisante pour provoquer des lésions. En ce qui concerne les sources artificielles, il y a les sources d'origine médicale, comme pour faire des radiodiagnostics, des radiographies, mammographies, scanographies. Pour faire de la radiothérapie, c'est-à-dire pour soigner les patients avec des rayonnements ionisants. Cela se fait par exemple pour traiter les cancers. Ou bien pour la pratique de la médecine nucléaire. La médecine nucléaire est une discipline médicale qui traite et pose des diagnostics grâce à l'usage de radionucléides. Les sources militaires sont aussi des sources artificielles de rayonnement ionisant, comme avec les retombées des essais nucléaires de 1945 à 1980, ou encore les sources industrielles, avec les accidents de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011. En France, un individu lambda est exposé en moyenne à 4,5 millisieverts par an de radioactivité. 2,9 millisieverts proviennent de la radioactivité naturelle et 1,6 millisieverts proviennent de la radioactivité artificielle. La source majeure de radioactivité naturelle est liée à l'exposition au radon, avec 32%. Et celle de la radioactivité artificielle est liée à l'utilisation de radionucléides dans le domaine médical. Cela représente 35% de notre exposition. Ces chiffres sont fournis par une enquête réalisée par l'INRS en 2015. Comme on a vu jusqu'à présent, un élément radioactif va donc se désintégrer en un élément fils plus stable. Si cet élément fils est toujours instable, il pourra à son tour se désintégrer et ainsi de suite jusqu'à devenir stable. Par exemple, si on prend un rocher d'uranium-238, ce dernier va se désintégrer en thorium-234 via une désintégration alpha. Ce rocher possède un grand nombre d'atomes. Chacun d'entre eux va venir se désintégrer avec une période différente. Le nombre de désintégrations par seconde, dit Becquerel, est l'unité de la radioactivité. Par exemple, l'uranium dont on parlait fera 12,4 désintégrations chaque seconde. On dit donc que son activité sera de 12,4 becquerels. La période T est une constante propre à chaque radioélément, c'est-à-dire que chaque radioélément possède une période T différente. La période, c'est la durée au bout de laquelle l'activité d'une quantité donnée d'un radionucléide a diminué de moitié. On peut donc écrire que n de t est égal à n0 divisé par 2. Par exemple, si la période est de 2 heures, lorsque l'on est à 2 périodes, soit n est égal à 2, il se sera écoulé 4 heures. Lorsque l'on est à 3 périodes, soit n est égal à 3, il se sera écoulé 6 heures, et ainsi de suite. Donc, au bout de 2 périodes, le nombre de noyaux pairs sera divisé par 2 puissance 2,
soit divisé par 4. Au bout de 3 périodes, divisé par 8. Au bout de 4 périodes, divisé par 16, etc. Si on considère que l'on a à la base un nombre n0 de noyaux pairs, on pourra calculer combien de noyaux pairs il nous restera au bout d'un temps t via la loi de décroissance radioactive, qui se lit comme ceci. Le nombre de noyaux pairs n au bout d'un temps t secondes est égal au nombre de noyaux pairs initiaux n0 multiplié par l'exponentielle de moins lambda fois t. T représente le nombre de secondes qui se sont écoulées. Lambda est la constante de désintégration radioactive. C'est une constante propre à chaque radionucléide. La constante de désintégration radioactive est égale au logarithme népérien de 2 divisé par la période t du radionucléide. Une autre notion importante à connaître, c'est l'activité. L'activité, notée A en Becquerel, est égale au nombre de radionucléides multiplié par le coefficient de désintégration lambda. Généralement, dans les exercices, on vous donnera la masse du radionucléide et sa période. À partir de ces données, comment peut-on calculer l'activité? Eh bien, nous allons partir de cette formule A est égal à n fois lambda et l'adapter. Nous savons que lambda est égal à ln de 2 divisé par t. Donc, A, l'activité, est égal à n fois ln de 2 divisé par t. Ici, on a uniquement remplacé lambda par sa formule. Par exemple, si on prend l'iode 131, une mole d'iode 131 pèse 131 grammes. Et on sait qu'une mole de n'importe quel élément contient 6 fois 10 puissance 23 atomes. 6 fois 10 puissance 23 correspond au nombre d'Avogadro, noté Na. Donc on peut écrire que A est égal à petit m fois Na fois ln de 2, le tout divisé par grand M fois T. Avec A correspondant à l'activité, qui est exprimée en Becquerel, M qui correspond à la masse, en grammes, Na le nombre d'Avogadro, qui restera toujours 6 fois 10 puissance 23, grand M la masse molaire, qui est exprimée en grammes par mol, et T la période en secondes. Voici donc les formules à retenir. Si vous désirez toutefois comprendre plus en détail, n'hésitez pas à poser des questions lors du TD ou à me contacter sur TutoWeb avec le pseudo Rolling Thunder.